part d'abord des orientations gouvernementales. Donc, quand il y a un programme gouvernemental, comme c'était le cas en 2012, on voit s'il y a des orientations claires en matière de contractuel ou en matière sectorielle qui concernent ces entités. Donc, on part de la directive programme gouvernemental. Et puis, on descend aux stratégies sectorielles. Comme vous le savez, tous les secteurs sont cadrés dans des stratégies sectorielles qui sont définies sur le moyen et long terme. Donc, vous avez tous entendu parler de la stratégie portuaire, stratégie Maroc vert et toutes ces réformes qui sont en fait des stratégies sectorielles et qui sont portées par ces établissements et entreprises publiques dont la raison d'être, c'est d'exécuter ces stratégies sectorielles. Donc, il définit un contrat-programme, il définit pour une période pluriannuelle, donc en principe ou en moyenne, les périodes, un contrat-programme, il est établi sur 3 à 5 ans. On est dans le moyen terme. Donc, globalement, on est plus dans les 3 ans, parce que la majorité de ces entités, ils établissent des plans d'action propres à l'entreprise sur 3 ans. Donc, on est majoritairement dans des contrats-programmes sur 3 ans et d'autres à 5 ans. Le seul contrat-programme qui a eu une période un petit peu plus longue, c'était le contrat-programme avec ADM. Donc, et vous comprenez pourquoi. Donc, c'est un opérateur dans l'infrastructure, c'est des projets sur une longue durée. Donc, c'était un contrat-programme sur 7 ans. Mais le business plan, il est allé jusqu'à 2025. Donc, je vais y revenir par la suite. Donc, juste pour cadrer la période, donc 3-5 ans, on est dans le moyen terme. Exceptionnellement, on peut prolonger la période. Donc, dans un contrat-programme, on fixe des objectifs et on lie ces objectifs à des seuils de performance auxquels on espère y arriver. Bien sûr, via des moyens que l'État va mettre sous différentes formes à la disposition des opérateurs pour atteindre les objectifs fixés de commun accord. J'insiste sur le mot de commun accord, parce qu'un contrat-programme, c'est un consensus. Donc, c'est des objectifs qu'on écrit conjointement avec l'établissement et sa tutelle technique. Donc, un contrat qui émane d'un consensus. Donc, on ne peut pas mettre quelque chose dont l'établissement n'est pas d'accord ou l'État n'est pas d'accord. Donc, il définit sur une période pluriannuelle toujours des indicateurs donc, qui sont financiers et opérationnels et même en matière de productivité des ressources humaines. Donc, tous les aspects ils sont balayés et on définit, on arrête, on se met d'accord sur un certain ensemble d'indicateurs de performance sur lesquels l'entité va devoir communiquer et va être, je dirais, entre guillemets, jugée et évaluée dans le cadre d'un comité de suivi qu'on va voir par la suite. Donc, dans un contrat-programme, on s'assure, donc parmi les enjeux, on s'assure que notre business plan ou notre montage nous garantit la viabilité et la viabilité économique et financière de l'entité. Et puis, un contrat-programme, c'est aussi le cadre ou l'occasion, quand il y a des soucis institutionnels ou organisationnels, on y met le principe dans un contrat-programme. Il permet de cadrer ces aspects organisationnels ou institutionnels. Donc, c'est le cas par cas. Donc, juste pour partager avec vous un petit peu d'histoire. Donc, les contrats-programmes au Maroc, c'est des contrats-programmes qu'on a classés dans notre jargon au ministère des Finances sur 3 périodes. Donc, avant de passer les 3 périodes, les contrats-programmes au Maroc, ils ont touché pratiquement tous les secteurs de l'économie, donc via des entités qui relèvent de ces secteurs. Donc, on a eu des contrats-programmes dans l'infrastructure, télécom et transport. On a le cadre de la RAM, déjà premier contrat-programme début des années 80, c'était en 81. L'ONCF, l'ONPT, et j'en passe. Dans le secteur d'énergie également, dans l'agriculture, dans le potable et même dans les secteurs sociaux. Donc, tous les secteurs, on y est touché via des établissements entreprises publiques. Donc, les premiers contrats-programmes au Maroc, elles datent début des années 80. Et c'était la première genèse des canevas qui se sont améliorés au fil du temps. Donc, c'était ces premiers contrats-programmes. Ils ont permis quand même de clarifier la relation entre l'État et l'EEP
Ils ont permis de rationaliser à un certain degré la gestion au sein de ces entités. Et c'était l'occasion, pour la première fois, dans un cadre contractuel, de parler du système d'information et de gestion, parce que les entités, la majorité des entités à l'époque ne disposaient pas d'un site qui était pertinent, qui leur permettait de faire correctement leur travail. Et c'était aussi un document qui a permis, pendant cette période-là, une certaine visibilité sur les engagements de ces entités vis-à-vis de l'État. Donc c'était comme il n'y avait pas une feuille de route, c'est-à-dire les directeurs généraux qui étaient nommés dans ces entités, ils n'avaient pas de lettre de mission, ils n'avaient pas de feuille de route. Donc ce contrat, ce cadre contractuel qui est signé, donc on va y revenir, avec le management de cette entité et les deux ministres de tutelle, donc permettait d'engager ces dirigeants de répondre des choses dont il s'est engagé. Donc c'était les premiers canevas, je dirais, le premier canevas de ces contrats-programmes. Donc je dirais juste un mot pour cette première génération de contrats-programmes, si on peut l'appeler comme ça, génération 1 de contrats-programmes. C'était une génération de contrats-programmes qu'on qualifie de budgétivores. C'est-à-dire à chaque fois c'était précis, à chaque fois on a un problème financier, on vient à l'État pour demander de mettre la main à la poche. L'État, pour être sûr que ces deniers publics vont être je dirais dépensés dans le bon sens et pour le bien de l'activité de l'établissement, donc imposer ce cadre contractuel comme ça, et là quand même un œil et un regard sur ce que fait l'entreprise à moyen terme, sur 3 ans, 5 ans, on sait où est-ce qu'il va, comment va être à la sortie l'image de cette entité auquel on renforce les fonds. Donc c'était pratiquement des documents, si on avait l'occasion de vous les montrer, c'était des documents très restreints, pas très développés, avec des objectifs. Donc vous allez trouver la partie engagement de l'entité, sur une dizaine ou quinzaine de pages, l'engagement de l'État, un seul, qui est équivalent, donc en termes d'équilibre, l'engagement financier, donc le budget général de l'État, donc via le budget, l'État s'engage à verser, donc périodiquement, tel montant, que ce soit au niveau du fonctionnement ou d'investissement. Donc on est passé, donc il a fallu attendre la loi 69/2000 sur le contrôle financier de l'État, donc qui est depuis 2003, pour consacrer, parce qu'avant, dans cette première partie, il n'y avait pas un référentiel juridique. Il y avait juste un circulaire, c'est-à-dire qu'au début de l'année, on faisait une liste au chef de gouvernement, à l'époque Premier ministre, et on lui dit voilà notre programme de contrat-programme annuel, et lui il valide et on travaille sur la liste. Donc c'était juste un circulaire du chef de gouvernement et on travaillait dans ce cadre. À partir de 2003, avec la promulgation de la loi 69/2000 sur le contrôle financier de l'État, et cette notion a été consacrée. Il y a l'article 18 qui parle des contrats-programmes dans la loi. Donc le cadre juridique est plus ferme et plus costaud, je dirais. Et donc de cette deuxième génération de contrats-programmes, on s'est amélioré bien sûr, on a capitalisé sur les expériences et du Maroc et d'ailleurs. Donc, et on a revu un petit peu le canevas général, l'architecture ou le visage du contrat-programme a changé. Donc, on est plus dans des documents plus élaborés. Donc, il y a le contenu plus adapté. Donc, et la nouveauté dans cette deuxième génération, c'est que les modalités, les dispositions d'évaluation et de suivi qui sont un point, disons, central dans un contrat-programme, il est devenu défini. Il y a un article dédié aux compositions du comité de suivi et sa composition, son fonctionnement. Et donc, on a verrouillé un petit peu le contrat-programme via ces modalités de suivi et d'évaluation. Et à partir de 2001, au niveau de la DEPP, l'organigramme s'est vu réorganisé suite, je ne sais pas si vous le savez ou pas, parce qu'il y avait un ministère de secteur public et de la privatisation. Donc, il a existé jusqu'à 2000. Après, il y avait un remaniement gouvernemental. Donc, et cet ministère a été absorbé au niveau de la direction des entreprises et établissements publics. Et toutes les missions que faisait ce ministère ont été transférées à la DEPP.
Et à partir de cette absorption de l'ex-ministère, l'organigramme de la 2PP s'est vu réorganiser et on a créé une structure dédiée au contrat programme. C'était donc un service au sein d'une division qui s'appelait division des programmations et des restructurations. Donc c'était plus une équipe, une petite cellule dans ce service qui s'occupait des contrats programmes, qui pilotait le contrat programme et qui assurait le secrétariat des contrats programmes. Donc à partir de 2012, donc on est passé, donc deuxième génération, donc on ne s'est pas très éloigné de la logique budgétaire, donc logique de moyens pour les établissements d'entreprises publiques. Donc il a fallu attendre 2012. Et 2012, c'était le programme gouvernemental qui a fait sortir un grand axe qui s'appelait généralisation progressive des contrats programmes au secteur des EEP. Donc c'était le 19 janvier 2012. Donc la 2PP, bien sûr, dans la mise en œuvre de cette orientation gouvernementale, s'est vu obligée de changer un petit peu le mode opératoire au niveau des contrats programmes. Et donc, un certain nombre d'actions ont été mises en œuvre pour passer justement de cette logique de moyens à une logique de résultats. Donc, vous suivez tous les médias et les établissements et entreprises publiques qui sont au centre des débats à l'échelle nationale et internationale, les défaillances, les problèmes. Donc, on était obligé, c'était le contexte c'est un nouveau contexte qu'il fallait le marquer par la mise au point d'un certain ensemble d'instruments et de changer un petit peu la culture au niveau de ces entités pour passer à une logique basée sur la performance et sur le résultat. Donc à partir de 2012, donc beaucoup de choses ont été faites, on va y revenir. Donc juste un petit peu pour que vous ayez pour planter un petit peu le décor, pour dire que les contrats programmes pour certaines entités est devenu une pratique qui se répétait à chaque fois où un contrat il est échu, on le renouvelle et ils ont trouvé, s'ils le renouvelent, c'est que c'était bénéfique même au sein de l'entité contractante. Donc dans le secteur par exemple de l'eau et de l'énergie, on peut citer 3 contrats programmes, 2 contrats programmes avec l'IX-ONEP et l'actuel contrat programme avec l'ONI, après la fusion des 2 offices. La régie de distribution d'eau et d'électricité, donc la RADEMA, avec 2 contrats programmes. Je vais m'arrêter un petit moment ici pour partager avec vous la spécificité de ces 2 contrats programmes. Donc le contrat programme de la RADEMA, il est spécifique pour 2 raisons. Donc, c'est la seule régie qui a un contrat programme. Ça, un. La deuxième spécificité, c'est le seul établissement, c'est la seule entité qui est passée au contrôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il était, comme tous les autres régies, soumise au contrôle financier de l'État, contrôle préalable. Donc, contrôle préalable, ça veut dire un trésorier payeur du ministère des Finances au sein de l'entité et un contrôleur d'État qui vise les marchés. Donc, cette régie, on voulait en faire un cas pilote parce qu'on était convaincus que les cas pour les entités qui opèrent dans des groupes homogènes, donc on a 12 régies, on a une trentaine d'agences urbaines, on voulait réussir quelques cas pilotes et les dupliquer par la suite au sein de ces groupes homogènes d'établissements et entreprises publiques. Donc c'était le seul cas qui est passé au contrôle d'accompagnement via le contrat programme, parce que là on a activé l'article 18 de la loi 69/00 qui disait que les établissements et entreprises publiques liés avec l'État avec contrat programme peuvent passer au contrôle d'accompagnement. Donc après, dans le débat, si vous voulez, on peut y revenir pour la complexité et pourquoi il est resté le seul établissement qui a bénéficié de cette disposition. Donc ces contrats programmes-là, vous voyez en bas, on a juste mis quelques flashs pour dire chaque contrat programme pour chaque période, elle était dans un contexte particulier et elle a été élaborée pour répondre à un objectif donné. Les premiers contrats programmes dans l'ENEP, c'était l'objectif en 2008, c'était la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable au niveau national et l'électricité. Donc là, vous savez tous, le PERG, le PAGER, c'était dans ce cadre-là. Et deuxième contrat programme,
c'était la poursuite de l'intervention de l'État dans le domaine d'assainissement. Donc chaque contrat-programme, et la période coïncide avec un objectif, avec un contexte. Donc on cadre ce contexte et cet objectif dans un contrat-programme et puis on passe à la vitesse supérieure. Donc les secteurs multimédia aussi, on a eu des contrats-programmes avec 2M, on a eu des contrats-programmes avec la SNRT. Aussi là, c'est un secteur qui a une particularité. Donc les contrats-programmes dans ce secteur, elles sont réglementées. C'est-à-dire que ces entités, elles sont obligées, de par leur loi sur l'audiovisuel, d'être sous contrat-programme. Donc c'est le seul cas où les lois sectorielles, les lois de l'audiovisuel imposent à ces entités d'être sous contrat-programme pour décliner les dispositions des cahiers de charges qui régissent l'audiovisuel. Donc là aussi, on a 2 contrats-programmes, 2 contrats-programmes. Le troisième, il y a des difficultés pour le conclure, des difficultés un petit peu pour décliner les dispositions des nouveaux cahiers de charges tels que validés par la ACA. Donc les secteurs, donc là c'est un exemple aussi qui a une particularité, donc c'est le groupe Barid El Maghreb. On est en train d'exécuter son 4e contrat-programme, c'est-à-dire qu'il est resté dans la logique contrat-programme malgré que c'est une SA. Quand je dis une SA publique, les SA sont soumises de par leur statut de SA au contrôle d'accompagnement. Donc cette société est au lieu, c'est-à-dire elle n'est pas subventionnée, au contraire, elle verse des dividendes à l'État. Donc c'est une SA, elle n'a pas besoin de contrat-programme pour l'accompagnement et elle n'a pas besoin de renfort budgétaire ou de subvention. Au contraire, c'est elle qui verse à l'État une dividende. Donc c'est juste pour vous dire que le contrat-programme a été un instrument pour certaines entreprises de se challenger eux-mêmes et d'instaurer en leur sein la culture contractuelle basée sur des engagements, sur des objectifs. Donc je m'explique. Au niveau de Barid El Maghreb, par exemple, c'est le cas de beaucoup d'autres, il décline, c'est-à-dire le contrat-programme signé entre l'État et cette entité, il est décliné en interne par des contractualisations internes. C'est-à-dire chaque structure, chaque direction au niveau interne, elle a des engagements écrits avec des indicateurs bien déterminés, déclinés du contrat-programme. Et donc le management, il est tranquille. Et donc tout le monde sait qu'il doit rendre compte. Parce qu'ils savent que leur management va devoir rendre compte dans le cadre des comités de suivi. Et aussi au Parlement, c'est parce que vous savez que les entités, les établissements de trust public sont convoqués au Parlement pour répondre de certains actes ou de certaines situations. Donc, quelqu'un qui est un établissement public ou une entreprise publique qui a un contrat-programme, elle est mieux couvert, elle est mieux dotée que quelqu'un qui ne l'a pas. Quand il vient au Parlement et qu'on lui pose des questions, elle a son contrat signé avec son tutelle, le ministre des Finances et son management. Donc, elle répond par rapport à des choses qui s'est engagée et non pas par rapport à des choses qui n'ont jamais été définies ou précisées. Donc l'agence Borgrag aussi avec 2 contrats-programmes. Donc je reviens à l'implémentation la mise en œuvre de l'orientation gouvernementale de la généralisation progressive. Donc je rappelle un petit peu le schéma global. C'est une approche, j'insiste là-dessus, c'est une approche participative. Donc il y a l'entité, comme j'ai dit au départ, l'entrée c'est l'EEP, sa tutelle technique, le ministère la tutelle financière qui est le ministère des Finances et des fois d'autres acteurs institutionnels concernés par l'activité. Là, je vous donne des exemples. Quand il y a un aspect garantie de l'État, il y a la DTFE, de l'autre direction qui est impliquée. S'il y a un autre organisme, par exemple dans le contrat-programme de l'ORAM, il y avait un aspect qui concernait l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme. Donc il y a un engagement au niveau du contrat-programme de l'ORAM, de l'ONMT. Donc un contrat-programme, il est assez élastique et assez souple. Donc il y a les trois parties qui sont d'office dans un contrat-programme, mais il peut s'ouvrir à d'autres acteurs institutionnels. Donc comme j'ai dit au départ, donc on part d'une stratégie, donc une orientation gouvernementale, une stratégie sectorielle, des objectifs à atteindre et puis un plan d'action pour répondre à ces objectifs. Donc il y a 3 grands chapitres dans un contrat-programme. Donc toute la partie
concernant la viabilité du modèle économique, et puis un chapitre dédié au mode de gouvernance, donc la gouvernance prise dans son sens corporate, c'est-à-dire le fonctionnement du conseil d'administration et du comité spécifique ici du conseil, et puis tout un chapitre dédié aux indicateurs de performance, les mesures de performance. Donc là, c'est le petit cercle-là. Elle élucide un petit peu comment ça se passe, un contrat-programme. Donc, il est initié. Donc, on commence le dialogue stratégique avec les différents partenaires. Deuxième étape, on formalise ça dans un document. Donc, on le met au point. Et puis, dès qu'il n'y a plus de points d'arbitrage ou de différends, on le signe. Et dès qu'il est signé, il passe dans l'exécution immédiatement. Donc, sa date d'entrée en vigueur, c'est la date de sa signature. Et puis, dès qu'elle est exécutée, elle est soumise à l'évaluation périodique. Là, je vais m'arrêter un petit peu. Donc, les modalités d'évaluation de suivi, c'est le cas par cas. En général, c'est une évaluation annuelle, c'est-à-dire on évalue N-1 à l'année, au courant de l'année N, c'est-à-dire après l'arrêté des comptes, le 31 mars, on commence l'évaluation de l'année N. Mais dans des cas plus particuliers, et on y va, on est en train d'étendre cette logique, cette nouvelle logique. On l'a fait juste dans 2 cas ou 3 qui avaient des enjeux. Une évaluation et un suivi plus rapprochés et plus réguliers. Donc, je vous cite le cas de l'ARAM et le cas de l'ONI, les 2 contrats-programmes qui avaient l'ARAM. Il y avait un enjeu parce que c'était une compagnie nationale qui allait déposer le bilan, qui a bouffé ses capitaux, c'est une SA. Et donc, on était obligé, l'État est intervenu en tant qu'État actionnaire aussi. Et on a fait le contrat-programme, mais étant donné les enjeux qui étaient liés à ce contrat-programme, on a fait un contrat-programme avec un suivi trimestriel. Donc, chaque 3 mois, ils produisent un rapport d'exécution qui est présenté au comité de suivi et d'évaluation de ce contrat-programme. On a dupliqué cette même modalité de suivi dans le contrat-programme de l'ONI, étant donné, vous le savez tous, les enjeux socio-économiques de ce contrat-programme de l'ONI. Il y avait la tarification, il y avait pas mal de sujets sensibles, et il a fallu qu'on suive de très près. Donc là, je vous assure que le contrat-programme de l'ONI, c'était un suivi, je dirais, quotidien, même pas quotidien. Donc, dans les 2 cas, pour la première fois aussi, dans le numéro 4, au niveau de suivi et d'évaluation, on a été innovant, et on s'est pour dire, pour qu'il n'y ait plus de prétexte de dire qu'on ne peut pas, on s'est fait accompagner par un cabinet externe pour accompagner ces 2 entités à élaborer leur bilan, leur rapport d'exécution, et y émettre des avis motivés et neutres, c'est-à-dire il fallait un œil externe pour dire que ça marche pas, et il vient avec l'établissement pour présenter un petit peu son bilan d'exécution. Donc, pour donner plus, disons, un élan à la contractualisation et pour inciter les EEP à s'y inscrire, l'équipe de la contractualisation à la 2PP, c'était un travail interne à 100%, donc avec l'équipe qui travaillait sur les contrats-programmes. Donc, on a mis au point le guide. Donc, il est disponible sur le site des finances, il est en français et en arabe. Et c'est un guide dédié à tous les établissements et entreprises publiques et à leur tutelle. Donc, il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un contrat-programme, comment le rédiger, comment le mettre au point. Et il y a d'autres établissements qui ne le savent pas, qui n'ont jamais fait de contrat-programme. Donc, on s'est dit que c'était bien de mettre à leur disposition un guide pour les aider à mieux ficeler leur contrat-programme. Ce guide a été diffusé par une circulaire de Monsieur le chef de gouvernement, donc le 15 mai 2013. Et elle a été communiquée à toutes les tutelles techniques et à tous les établissements et entreprises publiques. Et à côté de ça, parallèlement à ça, la 2PP a organisé un certain nombre de séminaires et de journées portes ouvertes au profit des établissements et entreprises publiques pour les accompagner et pour communiquer un petit peu sur l'approche contractuelle. Donc là, le canevas général, si on peut le schématiser, c'est comme j'ai dit, en trois parties. Et là, c'est à titre indicatif. Là, les sous-points qui sont à l'intérieur, c'est à titre indicatif. Donc, on formalise les choix stratégiques conformément aux orientations gouvernementales. Le genre d'article que vous allez trouver dans cette partie, ça peut porter, dans des cas, c'est le cas par cas.
Donc l'amélioration de la qualité du service fourni aux citoyens. Là, par exemple, si je prends la RADEMA, on a un chapitre dédié à l'amélioration de la qualité de service, y compris dans les agences d'accueil, donc tout ce qui a, toutes les activités qui ont ce côté qualité de service qui est importante pour l'usager, pour le citoyen. On insiste pour qu'il y ait un chapitre dédié à l'amélioration, qu'il y ait des engagements, surtout, pour améliorer la qualité. On met des indicateurs, à chaque fois on peut mettre des indicateurs quantifiables et mesurables, on le fait, et c'est des contrats-programmes, troisième génération, avec des actions précises, parce qu'avant c'était des bonnes intentions. On va faire, on va améliorer, donc on est passé au concret, des actions précises et avec le chemin, c'est-à-dire si c'est 2014-2017, 2014 qu'on va faire, 2015, 2016, 2017, etc. Donc la partie modèle économique et financier, donc là c'est des engagements, on va trouver des articles et des chapitres concernant la consolidation, comment l'établissement va s'engager à améliorer son matelas financier, à rationaliser surtout sa gestion. Là, la rationalisation et l'optimisation de la gestion, c'est tout ce qui est transformation de coûts fixes en coûts variables pour alléger un petit peu sa trésorerie. Tout ce qui est valorisation du patrimoine et développement des ressources, là, il y a des entités qui opèrent dans le secteur concurrentiel. Et des fois, il y a des établissements qui ne font rien pour améliorer ces ressources propres. Donc, le contrat programme les challenge pour leur dire qu'il faut aller gratter là où il y a du gras pour améliorer vos ressources propres et par la suite alléger la contribution de l'État et être autonome de plus en plus. Donc là, et la valorisation du patrimoine, on trouve des établissements, on a trouvé que certains établissements et entreprises publiques, ils ont des actifs. Des fois, quand ils ont ils ont des bénéfices, ils achètent des terrains, ils achètent des locaux qui ne sont pas valorisés et qui ne ramènent rien. Donc le contrat programme, on fait l'inventaire, on recense avec eux, et ce qui doit être cédé, il faut le céder. Ce qui doit être valorisé, et on les recentre sur leur mission de base. Donc, et aussi dans les contrats programmes, on insiste sur un axe, un levier qui n'est pas des moindres, c'est le développement des partenariats avec d'autres établissements ou des synergies, c'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas du contrat programme de l'ONI, donc tout ce qui est, il y a eu la fusion des deux offices, mais on est resté avec deux structures lourdes, on a deux directeurs d'achat, on a deux directeurs financiers, on a deux organisations, deux achats, deux manières de faire, donc on les incite à s'optimiser, c'est-à-dire à se regrouper dans le concret et de développer les synergies qui sont possibles. Aussi, quand je dis ici développement de partenariat, des fois avec une autre entité qui opère dans le secteur ou qui a une relation avec l'activité, on les incite à conclure des partenariats avec ces entités pour avoir une visibilité et pour je dirais, optimiser sur les charges de base. Donc là, je m'explique, la RAM, ils ont fait des partenariats avec l'ONMT parce qu'ils assurent quelques services de publicité de l'ONMT au profit de la RAM. Donc, on leur a dit dans le contrat programme État RAM, un article dédié à la conclusion de partenariat ou de contrat avec l'ONMT sur la période via une rémunération qui est fixée dans le contrat programme. Aussi, c'était l'occasion aussi avec les régions, surtout maintenant avec la régionalisation avancée, et il y a des régions qui ont leurs ressources propres et s'ils veulent des services un petit peu élargis, ils n'ont qu'à contribuer au financement de ces activités. Donc là, je m'explique un petit peu. Il y avait des lignes qui étaient déficitaires, des lignes entre certaines régions. Et puis la RAM, elle mobilisait des avions à 3 fréquences ou 4 fréquences par semaine. Et puis la ligne était déficitaire. On leur a dit, si vous voulez que ces régions soient reliées et qu'ils ne soient pas désenclavés, il faut que la région y mette un petit peu pour absorber un petit peu le gap et que la compagnie ne supporte pas tout ce déficit-là pour assurer un service vers ces régions-là. Donc, on était, avec cette troisième génération de contrats programmes, on voulait s'inscrire dans l'instauration des vérités de prix et que chacun assume un petit peu ses responsabilités et que les établissements entreprises publiques ne se voient pas assurer un service public déficitaire alors qu'il y a d'autres intervenants
qui en sont bénéficiaires. Donc, le troisième chapitre, comme j'ai dit au départ, c'était tout ce qui est mode de gouvernance. Donc là, tout ce qui est instrument de gestion, donc c'est-à-dire que on les incite quand il n'y a pas un statut, il faut qu'ils élaborent un statut de personnel. Quand il n'y a pas un organigramme adapté, il faut qu'ils le fassent. Et puis le rôle et les missions des organes de gouvernance, des conseils d'administration. Et s'il n'y a pas les comités spécifiques, il faut les établir et il faut les opérationnaliser. Comme vous savez, et on peut créer des comités issus du conseil, comité d'audit, comité de rémunération, comité d'investissement, mais qui restent juste sur papier, des chartes qui ne se réunissent pas, qu'on ne voit pas les livrables et on ne sait pas c'est quoi l'utilité. Donc le contrat programme, quand on vient au comité de suivi, on leur dit combien de réunions a tenu votre comité d'audit ou votre comité de rémunération, quelles en sont les recommandations, est-ce qu'il y a une structure qui est chargée de suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Donc on ne peut pas nous dire on a un comité d'audit et c'est tout. Donc le contrat programme, c'est l'occasion aussi de mettre un petit peu de pression pour que ces entités activent tous les organes de gouvernance. Donc la démarche, donc j'ai quelques logigrammes. Il y a 2 logigrammes ici qui sont déjà dans le guide et il y a un troisième qui n'est pas dans le guide, mais là les deux premiers ils sont au niveau du guide. Donc juste là pour schématiser, donc je ne vais pas y revenir parce qu'on en a parlé. On schématise un petit peu depuis l'initiation, la démarche contractuelle depuis l'initiation jusqu'à l'élaboration, donc là on en a parlé, la stratégie, les tutelles, etc., les différents intervenants. Donc le guide, vous l'avez sur le site. Le deuxième logigramme, c'est la mise au point du document lui-même. Donc comment c'est fait, un petit peu les travaux préparatoires, tous les documents, toutes les notes d'éclairage, toutes les séances de travail avec l'entité, avec les tutelles, jusqu'à la mise au point définitive du contrat programme. Donc le document, quand il est mis au point, on est par la commission élargie qui comprend, c'est des techniciens, c'est un comité technique. Donc c'est des techniciens, donc nous-mêmes, donc avec les représentants et de l'établissement public, de l'entité contractante, avec la tutelle et avec les autres partenaires. Et puis, quand il y a plus de points qui sont restés en suspens. Donc c'est une négociation, comme vous savez, un contrat programme, c'est un contrat en fin de compte qui lie entre certaines parties. Donc des fois, il y a des aspects qui restent en suspens et qu'on n'arrive pas à se concerter, à être d'accord tous sur certains aspects. Ils sont soumis à l'arbitrage, soit au niveau directeur ou au niveau ministre. Et il y a même des arbitrages qui sont arrivés jusqu'au chef de gouvernement pour trancher. Donc quand il n'y a plus, donc quand on lève tous les points en suspens, on soumet le contrat programme à la signature. Donc le troisième logigramme, c'est l'exécution du contrat programme. Donc ça dépend du suivi et des modalités qui y sont inscrites. Donc c'est trimestriel ou annuel. Donc la réception du rapport, donc c'est l'établissement. Donc je dis bien c'est l'établissement qui prépare son rapport d'exécution. Dans les 2 cas que j'ai cités, il y a le cabinet, il y a le travail du cabinet externe qui aide l'établissement à produire cet état exécutif qui est soumis au comité de suivi via la 2PP qui assure le secrétariat. Et donc il y a des réunions du comité de suivi sur la base des documents produits et il y a un débat, des échanges, parce que les échanges c'est surtout l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs, par rapport à ce qui a été défini dans le contrat programme. Tous les écarts, que ce soit en plus ou en moins, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont discutés et débattus au niveau du comité de suivi, dont les membres émettent des recommandations où ils précisent, ils prennent des décisions ou soumettent à leurs hiérarchies respectives les mesures qu'il faut prendre pour des gens pour répondre à des soucis ou à des problèmes qui ont surgi au cours de l'exécution du contrat programme. Donc après, sur la base de l'état exécutif et des débats des réunions, le secrétariat du contrat programme, qui est la 2PP, élabore un rapport de suivi. Donc un rapport de suivi n'est pas le rapport d'exécution, c'est un rapport de suivi qui
qui est basé sur le rapport d'exécution, mais qui est enrichi et alimenté avec toutes les recommandations et toutes les décisions prises par le comité de suivi. Donc ce rapport, il est par la suite circularisé entre les membres, validé, signé dans certains cas, et puis elle est transmise par courrier officiel aux signataires et au président du conseil d'administration. Et à la fin de chaque année, des parties, des extraits de ces rapports sont consignés dans un rapport annuel qui est adressé au chef de gouvernement. Donc pour attirer l'attention, pour tirer la sonnette d'alarme pour un aspect ou un autre. Donc quand un contrat programme, dans le cas où le rapport annuel coïncide avec la fin d'un contrat programme, il y a un rapport d'étape ou de bilan consolidé de toute la période de contrat programme qui est produit également et qui est circularisé et destiné aux différents partenaires que je viens de citer. Donc si vous voulez une image, une photographie simplifiée d'un contrat programme, donc un contrat programme c'est un préambule, un préambule où on met l'accent sur le contexte, le cadre stratégique et les principaux axes du contrat programme, c'est-à-dire que l'essentiel du contrat programme, vous allez le trouver dans le préambule avec des chiffres clés, avec des messages clés, parce que généralement, les décideurs, ils vont pas, il y a des contrats programmes sur 100 pages, donc un décideur, il n'a pas le temps de lire 100 pages, donc on essaye le préambule, un vrai travail est fait au niveau du préambule avec les messages qu'il faut émettre, avec les indicateurs clés et avec les objectifs clés. Donc, il y a une partie disposition générale du contrat programme. Vous avez, comme tous les contrats, les parties du contrat, l'objet, etc. Et puis, il y a la partie engagement de l'établissement d'entreprise publique et il y a la partie engagement de l'État. J'ai dit que sur le plan quantité d'articles, l'équilibre ne se voit pas, mais sur le plan équilibre financier et pour atteindre les objectifs, il y a toujours un équilibre. On peut trouver un seul engagement de l'État qui vaut tout, une vingtaine ou une trentaine d'engagements de l'entité contractante. Donc là, j'ai juste à titre indicatif mis le genre d'article qu'on va trouver. Donc la partie, vous allez trouver le programme d'investissement détaillé avec son plan de financement. Vous allez trouver un engagement sur comment est-ce qu'on va optimiser la gestion, toutes les actions qui y sont, réaffectation, plan de départ volontaire, un certain nombre d'engagements de l'entité qui est mis dans cette partie engagement de l'entité. Donc en contrepartie et réciproquement, l'État aussi s'engage via aussi la même exigence qui est demandée de l'entité contractante. Elle est aussi exigée au niveau de la partie engagement de l'État. On ne va pas trouver des engagements vagues ou des bonnes intentions. Aussi, on veille depuis 2010, 2011, 2012, on veille à ce que les engagements aussi de l'État soient chiffrés, datés et avec aussi des indicateurs d'évaluation de performance, donc que ce soit au niveau des versements, que ce soit pour l'appui à initier des réformes institutionnelles, que ce soit en termes d'accompagnement de l'entité pour améliorer ses ressources propres ou pour réadapter leur organigramme, donc que ce soit un appui financier ou un autre accompagnement différent. Donc là aussi, l'État s'engage avec des chiffres et avec des deadlines. Et comme ça, on est équilibré quand on vient évaluer. L'État aussi, il a à répondre de ses engagements vis-à-vis de l'entité. Donc aussi, il y a un chapitre, tout le chapitre modalités de suivi et d'évaluation, comme j'ai dit. La majorité des cas, on a un comité de suivi et d'évaluation, comme j'ai expliqué. Il est présidé par la DEPP et contient les membres signataires, les membres représentants des signataires. Il y a des cas très particuliers là aussi, où on a un comité de pilotage qui est présidé par le chef de gouvernement. C'est vraiment dans des cas très, très, très particuliers. On a le comité de pilotage dans l'ONI. Dans la RAM, on n'a pas un comité de pilotage, mais le contrat lui-même a été signé, contrairement à la coutume, par le chef de gouvernement. Donc c'est le chef de gouvernement qui a signé le contrat programme de la RAM 2011-2016 avec le DG de la RAM. Alors que dans les autres cas, c'est les deux tutelles, les deux ministres des tutelles, avec le management de l'établissement public. Donc là, juste pour partager un petit peu avec vous quelques contrats programmes et un petit peu la finalité de chacun. Donc on va zoomer. Donc il y a un certain nombre de contrats programmes. Là, j'ai choisi pour vous donc 3 cas. Le contrat programme de la RAM, l'ADN et l'ONCF.
Donc le contrat programme de l'État RAM 2011-2016, donc c'était le principal objectif, c'est rétablir l'équilibre économique et financier de la compagnie et renforcer sa compétitivité, sachant qu'il est arrivé en 2011 à une situation très, très alarmante, qu'on allait même arriver à une cessation de paiement. Donc, et ce contrat programme, le point fort de ce contrat programme, c'est qu'il a englobé dans une première partie, c'était un plan de restructuration. C'est un contrat de restructuration dans un contrat programme. Donc, c'était un contrat de restructuration de 2011-2013. Donc, c'était un plan de rationalisation qui visait et qui était très rigoureux et très agressif, je dirais, pour dire à la compagnie, il faut revoir tout le modèle, la culture au sein de la RAM doit être revue. Vous avez trop de directions, votre organigramme est très large et ça engendre des coûts de structure. Donc, plan de restructuration, on a divisé l'organigramme de la RAM sur 2. Il y avait 18 directions, on est passé à 9 directions. Il y avait un plan de départ volontaire très, très, très large. Donc, un plan de départ volontaire pour les gens qui étaient en surplus, etc. Donc, il y avait un certain nombre d'actions pour redresser les fondamentaux de la compagnie. C'est vrai, l'État il a fait appel à l'augmentation de capital via le fonds Hassan II, qui a acheté des parts. Donc, c'était un appui financier, mais pas un appui financier au sens propre, juste on injecte de l'argent. Mais c'est le fonds Hassan II qui a eu on est arrivé actuellement, il est à 40% dans le capital de la RAM. Mais on a veillé à ce que le plan de restructuration soit mis en œuvre c'est-à-dire comme il a été défini dans le contrat programme, avec, comme j'ai dit, un suivi régulier et très agressif. Et alhamdoulilah, on a pu relever le défi et la compagnie a vu ses résultats s'améliorer. On est passé d'une situation catastrophique à une situation bénéficiaire, donc grâce justement à la mise en œuvre d'un plan de restructuration très détaillé et je dirais, très coursé. Donc, et puis, le contrat programme, après le plan de restructuration, donc on s'est attendu avec les projections, on tablait à une remise sur pied de la compagnie pour entamer un plan de développement, donc son plan de flotte et puis un rayonnement du pavillon marocain, donc, et permettre à la compagnie de jouer son rôle national. Donc là, c'est juste un petit peu quelques chiffres pour dire qu'on est l'amélioration de la situation globale de la compagnie en 2015 par rapport à 2011. Donc on est passé d'une situation déficitaire à une amélioration de plus 111% par exemple, etc. Quelques indicateurs chiffrés pour dire qu'on a réussi notre plan de restructuration. Donc, grâce à l'effort de tout le monde, il faut le dire, donc je le signale ici, c'est-à-dire il y avait un plan de restauration qui est rigoureux, qui n'était pas facile à mettre en œuvre. Il y avait des sensibilités sociales, parce que c'est le personnel, c'est la RAM, il y a toute une histoire derrière, il y a pas mal d'actions qui ont été faites dans la douleur, mais qu'on a pu, grâce aux efforts de tout le monde, à mettre en œuvre ce plan de restructuration qui a permis de dépasser la situation de crise de la RAM. Donc le contrat programme est à ADN. Donc je précise que le dernier contrat programme qui vient d'être clôturé, c'est le troisième contrat. Donc c'est le troisième contrat programme. Donc le deuxième contrat programme 2004-2008 et 2008-2015. Donc chaque contrat programme, elle avait, comme j'ai dit au départ, un petit peu son objectif. Donc, premier contrat programme, donc on était en 2008, on s'est fixé un objectif de réaliser un linéaire de 1800 km à fin 2015. Donc, on s'est approché, on est à 1500 et quelques. Donc, maintenant, après l'évaluation, donc on n'est pas très loin de l'objectif qui a été fixé en 2008. Donc, c'est l'exploitation des réseaux aussi est à la dans ADM. Donc, c'est juste pour dire que avec ADM, et là, on voit un petit peu, ça donne une idée sur la flambée de l'investissement public. C'est-à-dire, on était avant 2007 et antérieur dans des investissements, par exemple, si je ne prends qu'ADM, à 6 milliards et demi. La période 2008-2015, on s'est multiplié par 5 ou par 6 pour dire
qu'on est dans la dynamique qu'a engagé le Maroc en matière d'investissement, que vous constatez vous-même chaque jour et que vous suivez dans les médias. Donc, le secteur des EEP, donc on est dans cette dynamique d'investissement dans le secteur public. Donc, l'ADEME comme cas illustratif. Donc, on voit bien 2007, de la période 2007 et antérieure, et pendant les 7 ans, ces 7 ans 2008-2015, on a multiplié juste pour ADEME l'investissement x5. Donc, comme j'ai dit, donc on a réalisé 1588 km. Donc, il y a un cumul de recettes de péage de l'ordre de 14 milliards et demi, presque, contre 13 milliards. Donc, on est mieux que le contrat programme. Et puis, on est dans un trafic moyen de 185 223 véhicules par jour. Donc, il y a un projet de contrat programme en cours, 2017-2022. Donc, c'est un projet de contrat programme qui va cadrer une restructuration financière de ADM, l'extension toujours du réseau, et puis l'optimisation de l'exploitation, parce qu'on estime qu'on est arrivé au Maroc à un linéaire. Déjà, on était dans la production, donc on a pu avoir 1588 km. Maintenant, la question de l'exploitation est posée. Donc, ce réseau, tel que plus une petite extension, il faut qu'on réfléchisse à comment l'exploiter. Est-ce que via le modèle ancien d'ADM, un autre modèle, une autre société, on est en train de réfléchir sur la question. Donc, le contrat programme est en ONCF. Là aussi, c'est le 3e contrat programme qui vient d'être clôturé fin 2015. Donc là, comme le cas précédent, un petit peu les objectifs, le développement du fret, le renforcement de la logistique, un petit peu la capitalisation sur les investissements déjà engagés, le développement d'un rail, et puis tout ce que vous voyez sur le tas, les gares réaménagées, les activités connexes liées, c'est un lieu de vie. Donc, un petit peu le changement de la culture par rapport à ces entités et par rapport à leur activité. Donc, c'est juste pour partager avec vous ces 3 cas. Donc, actuellement, dans le cadre de cette généralisation progressive de la contractualisation, on est sur un certain nombre de projets à des différentes étapes de maturité. Il y a ceux qui sont des projets au début, il y a des projets qui sont assez matures, et il y a des projets même qui sont ficelés, qu'on attend juste le consensus et l'aval pour les soumettre à la signature. Donc là, je cite quand même 2 ou 3. On est sur le projet de l'AIP, un projet avec la CNSS, un projet avec l'ANAPEC, parce que la question de l'employabilité au Maroc est posée en premier lieu dans tous les programmes gouvernementaux. Donc, si vous voyez un petit peu les programmes qui étaient des partis politiques, donc l'emploi, il est en premier numéro, il est au cœur de tous les débats, même avec les organismes internationaux comme la Banque mondiale ou les autres organismes internationaux. Ils nous posent, à chaque fois où il y a un débat, ils nous posent des questions sur l'employabilité au Maroc et comment est-ce qu'on peut y arriver.